C'est-à-dire, en fait, que on se met, en fait, des objectifs en disant, il faut que je crée une boîte qui vaut 10 millions. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui importe? Ça se trouve Non, que... l'important, c'est 100 millions. Tu vois? Peut-être. Et peut-être que l'important, c'est 100 milliards. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est important. Et ce qui est Ça important... paraît comme Van Damme. Ce qui est important, c'est ce qui est important. Ouais, ce qui est important, ce qui est important, c'est ce qui est important. Et ce qui est important, c'est ce qui te met en paix, ce qui te rend heureux, ce qui te rend entier avec toi-même. Et si ce qui te rend entier avec toi-même, c'est de créer une boîte qui va casser le game, crée une boîte qui va casser le game. Monsieur Eli Wagé, bonjour. Je donne tout l'état civil. Né le X août 1980. J'ai tout gazé. C'est comment? Comment ça va, toi? Non, ça va toujours. C'est très Excellent. bien. C'est très bien. Bienvenue chez Kalimandjaro. Ouais, tu vois, déjà, pas Kalimandjaro. C'est Kalimandjaro, mon gars. C'est pas pareil. Bienvenue chez Kalimandjaro. Merci, merci. Moi aussi, je te souhaite la bienvenue. Merci. Mais t'es déjà venu, tu connais. On a un peu changé de setup. Tu m'as fait passer par la porte arrière, monsieur. Ouais, on a changé de setup. Maintenant, il y a de l'image. Avant, c'était que de l'audio. Non, c'est normal. Mais t'étais venu pour promouvoir la formation marketing. Et je me souviens, Ibrahima Sissoko, connaissance qu'on a en commun, mais que tu connais bien mieux que moi, m'a été un peu déçu. Parce qu'on n'a parlé que de marketing, alors que lui, il s'est dit, si je les vois tous les deux, là, ils vont nous parler de trucs de ouf. J'ai senti qu'il était un peu déçu. C'est ça qu'il t'a dit? J'ai senti. Et là, ça tombe bien. Et tu as une actu qui fait que tu peux revenir pour qu'on fasse vraiment ton podcast. Après, les gens, ils vont commencer à dire que, il est illuminé, là. Mais c'est ce que tu es, il faut être authentique. On est. On va pas se mentir. C'est ça. En plus, il faudrait que je te montre un message que je viens de recevoir. Après, tu vas rigoler encore. Ah ouais? Bah, on regardera ça après, tranquillement. Mais, pour commencer, je sais pas si je t'ai posé la question la dernière fois, mais en tout cas, je te la repose. Là, t'arrives avec un nouveau projet, Diama. D'ailleurs, c'est pas un nouveau projet. C'est pas un nouveau projet, mais c'est une nouvelle actualité. Voilà. Tu vas nous expliquer. Mais c'est quoi ton Kalimandjaro avec ce projet-là? C'est quoi ton goal ultime? C'est drôle. C'est drôle ta question. Ta question est intéressante parce que j'ai précisé, en fait, ce que je veux vraiment en ce moment-là, je l'ai précisé justement pas plus tard qu'avant-hier. Au détour, c'est d'une conversation que j'avais avec quelqu'un. On peut le citer, il a fait le podcast. Tous les gens le connaissent. Non? Si on parle bien de la même personne. Lui aussi, parce que j'étais en train de parler avec lui tout à l'heure. Ok, d'accord, c'est lui le message. Ouais, c'est lui le message. Ok. Mais tu sais, comme je discute avec, je me nourris, tu sais, en discutant avec plusieurs autres personnes. De plusieurs autres. On parle de Teddy Paglia, parce que les gens vont se dire, mais de qui il parle? Mais voilà, c'est tous les grands sages là de notre écosystème. Nous, on se parle tous. Vraiment, on s'exhorte. Je l'ai appelé aussi samedi et quand j'ai raccroché le téléphone, il avait tout bousculé dans mon esprit. On laisse tomber. Juste après toi, d'ailleurs. Je t'ai appelé, après lui, je l'ai appelé direct. Parfait. Mais bon, bref. Allons-en. Et, en fait, je veux être un soleil. Tu veux être un soleil? Je veux être le soleil. Ok. C'est-à-dire, en fait, je veux réfléchir, je veux prendre de l'énergie et la redistribuer. Donc, du coup, je veux pas être un Kalimandjaro, je veux pas être un Kilimandjaro, je veux être beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que le soleil, c'est cette énergie intarissable et qui nourrit tout ce qui touche. Et c'est ça que je veux être, en fait. Il nourrit ou il brûle. Il tue aussi. C'est ça qui est beau. Tu veux tuer des gens. C'est quand tu tuer. Moi, t'as dit le soleil. Je vais au bout de la métaphore filée. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment ça que je veux. Donc, en fait, c'est comment je vais faire pour moi d'abord rayonner. Tu vois, vraiment rayonner, donc vraiment faire rayonner ce qu'il y a au fond de moi, être en accord, en symbiose même avec moi-même, pour ensuite, en fait, faire rejaillir, en fait, cette lumière
en la donnant à mon prochain. Et c'est ça que je veux. C'est ça que je veux être. Et c'est ça que je suis. Et donc, en fait, là, tout ce que je fais tous les jours, c'est vraiment, en fait, me focaliser sur moi pour pouvoir mieux donner aux autres. Mais à quel moment, moi, c'est toujours la question que je pose quand j'ai pas la réponse au départ, à quel moment tu vas considérer que là, ça y est, je rayonne, je suis devenu un soleil? Quel élément objectif te permettra de considérer que tu es un soleil? Non, je suis. Ok. Là, tu y es déjà. Je suis. Ok, donc tu veux être un soleil. Je suis. Tu t'as dit. Ok. Non, tu m'as dit, quel est ton Kalimon? Ouais. Tu vois? Et en fait, là, je suis. Donc, en fait, là, je suis et il faut juste donner plus. Parce que comme on le dit tout le temps, en fait, donner, c'est recevoir. Ouais. Et tu vois, c'est pas deux étapes différentes, en fait, d'un processus. C'est le même processus. Tu vois ce que je veux dire? Donner, c'est recevoir. Et donc, du coup, en fait, c'est comment tu seras sincère, le plus sincère possible. Pas envers autrui. Tu sais, quand moi, ce qui est une valeur qui est forte qui m'est forte, pardon, et qui m'est chère, c'est la loyauté. Et les gens s'imaginent toujours que quand je parle de loyauté, je parle de loyauté envers les autres. Je parle pas de loyauté. Toi, tu parles même de loyauté envers toi-même. Non, moi, je ne parle même pas de loyauté envers moi-même. Je ne parle que de loyauté envers moi-même. Je suis loyal, en tout cas, j'essaye d'être loyal envers toi, Tanguy, envers les autres. Pas parce que je vais être loyal envers Tanguy, mais c'est parce que je vais être loyal envers moi dans la relation que je veux entretenir avec toi. Tu vois, et en fait, c'est tout ça, finalement, qui gravite autour du même système, en fait, de la même idée, en fait, de je veux être un soleil. Donner et recevoir. Recevoir, parce que donner, c'est recevoir. D'accord? Ok. Et est-ce que, à quel moment tu as eu pris conscience de ça, qu'il fallait donner pour recevoir? Ma culture fait que je suis soninké. Ça y est, je savais qu'il allait mettre ça. Ça, c'était l'autre point qui devait apparaître. Ma culture fait que, en fait, ma mère a toujours donné. Tu vois, ma mère a sortait des fois, notamment en été, elle distribuait des bonbons partout. Tu sais, elle était connue comme ça dans le quartier. Elle distribuait, elle est dans le parc, elle distribuait des bonbons comme et tout. Mais en vrai, il y a un autre truc, en fait, qui m'a marqué, tu sais, en fait, qui revient, en fait, à chaque fois, qui revient. Et, moi, quand j'étais petit, j'étais tout seul à la maison. Et, donc, du coup, je vais pas me raconter une histoire. J'avais le goûter. Tout le monde dit, on a grandi sans goûter, j'ai grandi avec le goûter. Tu comprends? D'ailleurs, mon père a toujours mis l'accent sur ça. Tu ne manqueras de rien. Tout ce que les autres, eux là-bas, là, ils ont. Toi aussi, tu l'auras. Tu l'auras. Tu vois? Par contre, en revanche, tu dois assurer. Tu comprends? Et en fait, ce qui se passait, c'est que mes voisins, mes potes, mes frères, mes gars, ils venaient toujours faire les devoirs chez moi, mon maudit côté. Pour avoir le goûter. Moi, c'était pas dans mes projets. Travailler chez toi. Après, tu viens, on mange le goûter. Vois? Mais on mange pas le goûter, d'ailleurs. Mais en vrai, on mange pas le goûter, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que ça a jamais manqué, en fait. Que j'avais assez pour moi et qu'il y avait assez pour eux. Et avec le recul, tu te rends compte, en fait, que ce dont moi, je m'étais pas rendu compte à ce moment-là, c'est qu'en vrai, mon père, quand il faisait ses courses, il prenait en compte le fait que, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, et donc, en fait, quand tu grandis dans ça, t'es donne, recevoir, donne, ça devient culturel. Et comment tu le matérialises dans ta boîte? Comment je matérialise, pardon, envers moi-même d'abord, avant toute chose, parce que la boîte, c'est que l'extension de moi-même. Et d'abord, moi, comment je le fais, c'est que après moult péripéties qui me sont arrivées, dont on va bien parler, dont on vient parler, en fait, j'ai pris la décision, en fait, de nourrir, cultiver un concept. Est-ce qu'il m'est propre? Je sais pas. Peut-être que d'autres ont ce même concept-là. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle moi je suis arrivé. Il fallait que je nourrisse en moi l'humilité d'être grand. Tu dis tout le temps ça. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, ouais, je vais être le number one.
Je veux pas être le number one avec juste derrière moi je veux être le number one toute catégorie confondue. Je veux être le meilleur. Je veux être le plus grand entrepreneur de l'histoire. Ok. Maintenant que tu sais ça, maintenant que tu es en paix avec ça, tu vois, c'est que c'est pas juste un truc poussé par l'ego, par le regret, etc. Le fait de dire ça, ça te met en paix et t'es en phase envers toi-même. La question qui va se poser, c'est quel genre d'homme tu décides de devenir dans le processus. Et à ce moment-là, en fait, il faut que je devienne que je sois, un homme capable de se mettre au service d'autrui. Parce que, comme Mohamed Ali le dit, les autres vont arriver plus tard. Comme Mohamed Ali le dit, en fait, servir les hommes, c'est le prix que l'on paie pour avoir le droit de vivre sur Terre. Et donc, en fait, finalement, pour moi, l'humilité d'être trop grand. Alors peut-être qu'avec le temps, je développerai une autre compréhension, mais en tout cas, pour l'instant, l'humilité d'être trop grand, pour moi, c'est donner de ma force, de mon énergie, de mon temps pour des projets plus ou moins ambitieux. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être embarqué dans des projets très ambitieux avec des gens qui me font confiance. Et je donne de mon temps. Tiens, c'est ça ton truc, c'est ça ta problématique. Vas-y, je vais gérer pour toi. T'inquiète pas. Parce que mon talent à moi, c'est de gagner. Il y a des gens qui sont très bons dans la finance, des gens qui sont très bons dans le truc. Moi, je gagne. Donc, s'il y a un moyen de gagner, je vais gagner. Et je vais faire en sorte que tu gagnes. Et c'est comme ça, en fait, que je vais me dire, tu vois, j'ai fait ma part de don, pas à toi, mais j'ai fait ma part de don à l'univers. Et je vais la recevoir. D'une manière ou d'une autre. Comme disait John de Groomers, il me dit toujours ça et je le cite tout le temps. Il me dit, quand je donne à quelqu'un, en fait, je prête à Dieu. Je donne à cette personne, mais c'est Dieu qui me le rend. Et j'attends pas nécessairement que ce soit cette personne-là qui me le rende. C'est ça. C'est ça. Ok. Tu vois. Moi, je comprends ça, mais bon, les gens vont se demander, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce projet-là qui va te rendre, ou bien à travers lequel tu vas être l'un des meilleurs? Aujourd'hui, ton projet Diama. D'ailleurs, tous ces gens qui écoutent blockchain ont déjà entendu parler, Blackchain ont déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Un commercial virtuel propulsé par l'intelligence artificielle et la blockchain. Ok. D'accord. Donc, c'est un CRM. Ok. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui... Pardon. L'idée, c'est de se dire, en fait, on est tous des entrepreneurs. En tout cas, on est nombreux sont les personnes qui sont entrepreneurs de par le monde, etc. Et qui sont entrepreneurs par nécessité, par passion, etc. Et donc, ils travaillent en art. Et une fois qu'ils ont travaillé sur leur art, leurs produits, leurs services, il faut le vendre. Parce que si personne n'achète, ça servira à rien. Ça servira à rien. Et donc, du coup, on déploie énormément de temps dans la démarche commerciale. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, elle est extrêmement chronophage et elle est extrêmement onéreuse. L'idée, c'est de se dire, en fait, on utilise tous l'outil Internet dans notre business, d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui fait que tes clients, tes fournisseurs existent aussi sur les réseaux Internet. Ce qui manque, c'est un tiers de confiance qui vous mette en relation. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, ce tiers de confiance peut être complètement digitalisé. Et c'est ce que j'appelle en fait Diama, le commercial virtuel. Qui signifie Diama? La communauté, le réseau, pour se communiquer. D'accord? Parce qu'à travers cet individu, ce commercial virtuel, on veut connecter en fait toutes les entreprises du monde entre elles. Faire en sorte que le cultivateur de mil, par exemple, au Mali, puisse vendre directement sa production au Brésil, en utilisant finalement le CRM qui a été mis en place. D'accord? Et en fait, l'idée, c'est de donner encore à chacun, quelle que soit ta bourse, quelle que soit ton ambition, des outils, en tout cas technologiques, qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Ok, hyper intéressant. Avant de parler précisément de Diama, moi je suis curieux parce que je sais que ça existe, mais on n'a jamais vraiment parlé. Est-ce que tu veux nous parler de ta première boîte, Buzzy, c'est ça?
La première boîte, oui. Alors, mais pas vraiment la première. D'accord. Celle-là, je la considère comme la première. Pourquoi? Parce que c'est celle qui m'a donné la plus belle leçon de vie. Et donc, en fait, pour moi, en fait, c'est là que ça a vraiment commencé. Parce que j'ai pas de problème de confiance en moi. En bon Sonic. Non, il n'y a aucun problème. C'est une réalité. Et donc, en fait, tu sais, j'ai revu en plus mon ancienne institutrice. Je lui disais, mais pourquoi, madame, non, je la tutoie maintenant. Pourquoi tu m'as fait faire toutes ces choses-là quand j'étais plus petit, etc., etc. Et elle me dit. Parce que tu faisais faire quoi? Plus que les autres. Elle va te donner des devoirs en plus que ce que les autres font. Pire encore. C'est-à-dire qu'en fait, que quand j'étais en cours avec elle, de toute façon, moi, c'est simple. Où j'ai toujours eu un trop plein d'énergie. Et même aujourd'hui, et même c'est vrai, en fait, parce que je disais avant que j'avais un trop plein d'énergie, mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte, en fait, que j'ai juste suffisamment d'énergie pour faire mon travail et aider les gens. Parce qu'à la fin de la journée, je suis lessivé. D'accord? Et en fait, et donc, comme j'avais un trop plein d'énergie à cette époque-là, et que, grâce à Dieu, je travaillais vite, c'est simple. Moi, j'ai toujours la même logique. Si je finis, vous avez fini. Donc, tu faisais le bordel une fois que tu avais fini, quoi. C'est une manière un peu plus poétique de dire la même chose que toi. J'ai compris. Et donc, en fait, pour éviter que je perturbe son cours, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me faisait asseoir sur un petit bureau comme ça, et je travaillais sur des leçons un peu plus poussées. D'accord? Pendant que les autres faisaient la leçon du cours. Et donc, du coup, finalement, elle me poussait tout le temps dans mes retranchements, etc. Et en contrepartie, j'étais pas rétribué en notes. J'étais rétribué en... elle me donnait ce que j'aime. Par exemple, c'est des gâteaux que tu veux préparer des gâteaux, c'est ce type de gâteau-là que tu aimes, eh bien, respecte les règles. Et si tu respectes les règles, tu auras la récompense. Par contre, si tu enfreins les règles, tu auras le châtiment. Sun Tzu avant l'heure. Et donc là, il y a pas longtemps, en fait, quand on a passé de longues heures ensemble, et je dis, mais pourquoi tu as fait toutes ces choses-là? Je tiens à préciser qu'elle est blanche. Comme ça plante le décor et on comprend en fait que dans ma vie, en tout cas, moi, ça a peu eu d'incidence, ce genre de choses-là, tu vois. Je la considère vraiment comme ma mère. Et d'ailleurs, même l'autre jour, elle m'a demandé si je pouvais l'appeler maman. Ouais. C'est vraiment la vie te met des gens qui vont structurer, en fait, ton cheminement, des fois, comme ça. Et des fois, c'est une institutrice. C'est clair. Souvent, dans les témoignages que je recueille, il y a beaucoup de gens qui ont eu un instituteur ou un prof, tu vois, qui a été game changer. Et donc, tu lui as demandé pourquoi est-ce que tu as fait ça? Elle me dit, parce que tu es et tu as toujours été un être exceptionnel. Ok. Tu vois? Et quand tu grandis, en fait, avec ce mindset-là, quand tu grandis avec ton esprit qui est mindé comme ça, ben, tu développes une confiance en toi qui frime l'arrogance. Et donc, en fait, tu te lances dans des trucs de ouf. Et tu considères que c'est la confiance en toi qui te donne le peps pour aller chercher des grandes ambitions, de fortes ambitions. De fou. Parce que deux choses. Mon institutrice, deuxième chose, et c'est fondamental dans ma vie. Je le sais, et je le dis avec énormément d'affection. Je n'aurais jamais été l'homme que je suis aujourd'hui si j'avais pas rencontré Mohamed Ali dans ma vie. Qu'est-ce qui t'a apporté? On a tous besoin d'un modèle. Tu comprends ou pas? On a tous besoin de modèles. Alors aujourd'hui, on a conceptualisé la chose en disant, ouais, rôle modèle, qui est ton rôle modèle? Mais en réalité, l'être humain, il fait du mimétisme. D'accord? Et c'est pour ça, en fait, que, je suis désolé, hein, c'est ton podcast, mais moi, c'est du freestyle. Ouais. C'est pour ça qu'on envoie des prophètes.
D'accord? On envoie des prophètes, les prophètes font des choses et ensuite les gens miment le comportement des prophètes. Et en mimant le comportement des prophètes, ils élèvent leur degré de vibration, etc. Ils deviennent pieux, ils sont élevés spirituellement, blablabla, etc., etc. L'être humain, il agit en fait sous forme de mimétisme. Et moi, quand j'ai vu Mohamed Ali la première fois à la télé, hein, j'ai eu le coup de foudre. Ça veut dire en fait que je savais tout de suite que mon objectif de vie, c'était devenir comme cet homme-là. Mais tu fais pas de boxe? Je fais pas de boxe. Par respect par rapport à lui. Par rapport à la discipline. Ouais, non, pas par rapport à la discipline, par rapport à Mohamed Ali. Parce que j'ai dit, t'as vu, je vais être le number one. J'ai toujours eu, c'est factuel, donc du coup, c'est même pas de l'humilité ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu beaucoup de facilité dans la vie, tu vois. J'ai toujours eu beaucoup de facilité dans la vie, mais j'ai tellement d'amour pour Mohamed Ali, que je dis, t'as vu, le plus grand athlète au monde, le plus grand Olympien de l'histoire de l'humanité, c'est Mohamed Ali. Il est hors de question que, d'une manière ou d'une autre, je transgresse ce truc-là. Ça, faut que ça reste lui. Par contre, toute cette force, cette confiance en moi qu'il m'a donnée, il faut que je la mette quelque part. Et la question que je me suis posée, c'était c'est quoi l'activité number one dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où je peux me dire, t'as vu, c'est moi le number one, même si je devais risquer ma vie. Et en réalité, c'est l'entrepreneuriat. Parce que si tu réalises, et l'entrepreneuriat, quand je parle d'entrepreneuriat, moi, je pense pas à l'entrepreneuriat sous forme de d'EBITDA, de chiffre d'affaires, de trucs comme ça, etc. Non, pour moi, c'est une métrique quand même qui permet de... Oui, bien sûr, c'est une métrique, mais c'est pas ce qui me fait vibrer, en fait, dans la notion d'entrepreneuriat. Tu vois, moi, quand je parle d'entrepreneuriat, par exemple, pour moi, Léonard de Vinci, c'est un entrepreneur. Tu vois, tu me diras, on en discute, Malcolm X, le très grand, l'immense Malcolm X, c'est un entrepreneur. Tu vois, et on a eu des discussions, il s'est expliqué pourquoi. Tu considères. Tu vois, si vous voulez. Je suis dans les dérangements. Tu vois, et pour moi. Depuis tout ça, t'as pas encore expliqué ta boîte. Qu'est-ce qu'elle faisait? Mais si, je t'ai expliqué. Non. Non, là, t'as parlé de Jama, mais Bunzi. C'est là qu'on était. T'as vu, t'avais été parti, t'as même oublié de quoi on parlait. Pour moi, Marc Aurèle, c'est un entrepreneur aussi. Ok, ça je comprends. Tu vois. Je suis pas d'accord, mais je comprends. Ok. Soyons d'accord de ne pas être d'accord. Et donc, exactement. Du coup, la question, c'était, tu vois comment je suis parti? Ouais, j'ai vu. T'es parti de l'autre côté. Non, la question c'est, raconte-nous, vas-y, qu'est-ce que tu faisais? Et toi, t'as dit que tu voulais faire quelque chose de grand, quoi. Bien sûr. Et en fait, c'était, à cette époque-là, j'ai une amie, en fait, qui avait sa propre boîte. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon manifeste. Et elle peinait à trouver des clients, elle peinait à trouver un marché, etc. Et je dis, mais attends, à cette époque-là, j'avais ma boîte qui s'appelle Buzzy, justement. Et de base, en fait, ce que je faisais, c'était créer des sites internet institutionnels que je vendais, etc. Et j'étais très, très bien. J'étais très, très bien. D'accord. Et ensuite, j'ai été frustré. Je me suis dit, attends, c'est ouf quand même, parce que t'as des gens qui sont là, qui sont volontaires, qui se battent. Alors, il y a des gens qui veulent pas se battre, qui préfèrent profiter du système, entre guillemets. Et ça, je le respecte. Néanmoins, quand tu as des gens qui veulent se battre, qui veulent réaliser leurs rêves, qui veulent, tu vois, faire des choses de leurs mains, tu vois, bosser, quoi. Je trouve que c'est pas correct, en fait, qu'on les empêche de vivre du fruit de leur labeur. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une plateforme, je vais développer une plateforme, j'ai développé à cette époque-là, pour permettre finalement aux entrepreneurs, en fait, de faire la promotion, de leur activité directement sur la plateforme. D'accord. Et je m'étais lancé un défi, c'était développer la plateforme sur mes fonds propres. Une erreur. Non, c'est pas une erreur. Il fallait que je passe par là. Ouais. Tu vois, je l'ai développé sur mes fonds propres. Et non seulement j'ai développé sur mes fonds propres, mais je me suis mis des objectifs de dingue. En termes d'utilisateurs, c'est ça? En termes d'utilisateurs, en termes de com, etc. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ça a très bien fonctionné. Ah! Ça a très bien fonctionné. Ok, je m'attendais pas à ça.
Et ça a très bien fonctionné. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que ça a tellement bien fonctionné que j'ai commencé à nourrir une forme de... J'ai commencé à devenir arrogant. Tu vois, genre, ah ouais, y a rien, bah, c'est moi, non? Tu vois, et à ce moment-là, en fait, au moment, en fait, où, et c'est marrant parce que j'étais en communication, en fait, j'avais un fonds d'investissement, en fait, franco-américain, qui voulait investir, en fait, dedans, un gros ticket, et c'est tout seul. Là, tu t'es dit, là, je vais prendre l'argent. Non, justement. Il voulait investir un gros ticket dedans, mais un vrai gros ticket. C'est combien, tu veux pas donner? Pour le début? Ouais. Franchement, c'était, ils étaient prêts à investir aux alentours de 3 millions. Ok. Tu vois. Mais ils prenaient tout, tu vois. Et donc, du coup, en fait, ils me laissaient, je crois, 25%, un truc comme ça. 20%, pardon. Tu vois. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis dit, ah ouais, je suis trop fort, tu vois. Et tu vois, c'est la confiance en toi, à ce moment-là, devient quelque chose de différent. Ça devient de l'arrogance. Et c'est passé une chose extraordinaire, c'est que, entre le moment où je devais signer le deal, c'est-à-dire en fait la semaine où je devais signer le deal, et vraiment la semaine où je devais signer le deal, il y a eu Tamir Rice qui est décédé, tu vois. Okay. Et à ce moment-là, je me suis posé la question. Je dis, ok, t'as vu, là j'ai l'opportunité, la vie, appelle ça comme on veut, comme tu veux, me donne l'opportunité en fait d'avoir une somme d'argent que je n'ai jamais vue, tu vois, que je n'ai jamais eu. Par contre, là, en fait, si je prends cet argent-là, je deviendrais un type d'homme bien particulier. Tu vois. Quel type d'homme? Bah, tu peux pas ouvrir ta bouche, en fait, sur ce genre de sujet, tu vois. Surtout quand quelqu'un a 75% de tes parts. Tu comprends? C'est difficile. En fait, t'es plus maître chez toi. Tu vois, en fait, t'es locataire dans une grande maison. Mais comme on dit toujours, en fait, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et en fait, au jeu des proverbes, on peut dire que vaut mieux 25% de beaucoup que 100% de peu. Effectivement. Mais je me suis posé en fait la question à ce moment-là, quel genre d'homme je veux être. Ok. Tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que il avait oublié le meeting et il m'appelle un peu plus tard, il me dit ouais, j'ai oublié, j'arrive tout de suite, etc. Et en fait, tu sais, je le sentais pas. Ouais. Je le sentais pas, le gars, je sais pas pourquoi je le sentais pas. Et je dis non, laisse tomber. Tu vois. Et après, de péripétie en péripétie, bah, toutes mes liquidités, finalement, elles sont à zéro. Elles ont fondu comme neige au soleil. Elles ont fondu comme neige. Je me suis retrouvé dans une situation extrêmement difficile. Mais il fallait justement que je passe par ces situations-là pour que la confiance en moi devienne quelque chose une confiance en toi, en tout cas saine. Plus saine. Beaucoup plus saine, parce qu'elle me nourrit, tu vois, au lieu de me bouffer. Et de développer, en fait, et donc, du coup, en fait, faire ce voyage en moi pour mieux me découvrir, etc. Et développer, en fait, la notion, en fait, d'humilité, en fait, d'avoir l'humilité d'être grand, et surtout, finalement, répondre à la question du quel genre d'homme tu veux devenir, tu vois. Et donc, du coup, moi, je veux donner. Je veux donner à travers ce que je fais, à travers ce que je suis, je veux donner. Mais parce que moi, je me souviens, tu m'as toujours dit, cette boîte-là, elle a fait faillite. C'est-à-dire que tu pouvais, état de cessation des paiements, tu pouvais plus payer tes créanciers. Mon ami. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis dans une situation complètement différente. Tu comprends? Et je t'ai dit que à cette époque-là, je m'étais retrouvé dans une telle situation où mes chaussettes, j'étais en train de les coudre. Ça veut tout dire. Comme pendant la guerre, quoi. Tu comprends ou pas? Comme quand t'as été petit. Non, c'était pas comme pendant la guerre. J'étais en guerre envers moi-même et je devais vivre, en fait, tous les jours avec mon échec. Tu vois? Et c'est quand tu crois que, vas-y, il y a rien qui t'est impossible. Et tu te manges une baffe comme ça par la vie, c'est soit t'es détruit et tu te relèves plus, soit tu te relèves mais tu deviens invincible. Et tu deviens invincible, tu vois. Et c'est ce réveil
ce second avènement, hein, qu'on appelle diamant, mais on reviendra. Non, mais comment est-ce que tu as fait justement pour ça, pour te ressusciter, pour faire ta résurrection? Simple. Si Mohamed Ali a pu battre Foreman, je peux réussir. Ok. En fait, c'est dans mes moments les plus sombres. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Et je regardais les combats de Mohamed Ali. Je regardais le combat de Mohamed Ali de Foreman. Je lisais la biographie, les parties de sa biographie en disant t'as vu. Tu vois là ce que tu es en train de... mais Tanguy, tu vois, je pourrais utiliser 1001 mots du dictionnaire français. Ça pourrait pas en fait exprimer la situation dans laquelle j'étais, tu vois. Imagine-toi être en enfer et dis-toi que j'étais dans une situation pire que ça. Par contre, j'ai toujours su que je pouvais me relever. Tu vois? Et donc, du coup, t'as vu, ton temps, il va arriver. Tu vois, là, c'est bon, ok, tu t'es mangé, mais c'est pas grave. Là, maintenant, tu t'es mangé, t'es tellement en bas, t'es tombé tellement en bas, là, tu vois, la pire chute que tu puisses imaginer, là, dans ta vie, ça y est, t'y es. Donc, maintenant, tu ne peux que monter. Parce que si tu descends plus bas que ça, tu vas dîner en tête-à-tête avec le diable. Tu comprends? Donc maintenant, tu ne peux que monter. Et donc, en fait, comme tu ne peux que monter, aie patiente. Et t'as vu, si t'es pas encore monté là aujourd'hui, bah vas-y, bah prépare-toi à ton ascension. Ça, c'est au niveau du mindset. Ça, c'est au niveau du mindset. Mais concrètement, qu'est-ce que t'avais été aller chercher du taf? Non. Non. Pourquoi? Parce que je me suis toujours dit, j'irai pas chercher de taf, je vais me mettre à fond dans ça. Je vais me mettre à fond dans ça, corps et âme. Tu vois, j'ai bossé. Et c'est, en fait, j'ai fait un truc de psychopathe. J'ai fait un tableau et j'ai identifié, en fait, toutes les faiblesses. Toutes mes faiblesses. Tu vois, tous les trucs dans lesquels j'étais pas bon et que je pouvais améliorer. Et tous les trucs dans lesquels j'étais pas bon et que j'avais pas envie de faire. Tu vois? Et donc, j'ai été ultra stratégique parce que moi, j'aime ça. Tu vois? Et donc, je me suis dit, OK, ça, j'aime pas. OK. Je vais prendre des gens pour faire ces trucs-là. Ça, j'aime. Mais je sais que je peux trouver des gens meilleurs que moi dans ça. Bah, vas-y, je vais chercher des gens qui sont meilleurs que moi dans ça. Donc, en fait, quel est mon talent? Le seul truc que moi, que je sache faire, pardon. T'as fait un peu un processus un peu didactique à la Moussa Wagué, ton homonyme. Quand il a fait faillite, là, il a dit, bon, où est-ce qu'on a losé? Et après, il a tout reconstruit. C'est ça, en fait. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Tu reprends tout à zéro. Et il faut avoir le sang-froid. Et tu vois, après, en fait, c'est en étant focus comme ça, mais en étant ultra focus, tu vois, ben, les opportunités, elles vont venir. Tu vois, les opportunités, elles vont venir. Et tu as, quand tu es resté longtemps, quand tu restes 2 ans sans opportunité, quand tu restes 2 ans, ton téléphone ne sonne pas. 2 ans? 2 ans minimum. Ton téléphone ne sonne pas. Tu comprends? La première fois que ton téléphone sonne, t'es pas en mode ah vas-y, il y a un truc, il y a un gars, il m'appelle là, je vais y aller. Non. Le mec il arrive, quand tu arrives devant lui, il voit de la bave sur toi, mais il comprend pas. Il comprend pas en fait que toi là. Mais c'est pourquoi? C'est parce que t'étais devenu un pestiféré auprès de ton entourage? Non, mais parce qu'en fait tu dois devenir autiste. Tu dois te couper du monde. Tu vois ce que tu dois te reconstruire. Tu dois te reconstruire en partant de zéro. Tu dois devenir l'homme que tu dois être. En fait, t'étais une chenille. T'as essayé de voler. Non. Vas-y. Donc du coup, en fait, t'étais une chenille. Tu retournes. Tu dois trouver un moyen de te déployer là maintenant. Tu vois. Et donc du coup, tu batailles ferme. Mais le jour en fait où tu commences à comprendre le système là avec le battement d'ailes, c'est mort. Tu vois? Et donc, du coup, en fait, comme tu sais ce que c'est d'être dans les ténèbres, tu te prépares mieux. Et qu'est-ce que tu as fait justement pour te préparer mieux et faire en sorte que plus jamais ça? Plus jamais ça. Simple. Ouais, t'es le meilleur, ok, d'accord. Mais comment tu fais pour être le meilleur tous les jours? Je me forme comme un malade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai vu,
C'est marrant parce que j'en parlais l'autre jour avec certains gars à moi. Je leur disais, t'as vu, hier, j'étais pas très bon au niveau de la structuration, au niveau de la. Aujourd'hui, je l'enseigne. Et surtout avoir conscience que, en fait, aussi bien que par exemple la maladie, bien souvent, elle vient petit à petit. Tu vois, si on prend le diabète, c'est tu manges mal, et un jour, irréversible, t'es allé trop loin. Tu vois. Mais c'est valable aussi pour ce qui est positif. C'est ça que je comprends. Et c'est ce que je vois. C'est-à-dire que même se sauver, c'est petit à petit, un travail constant. C'est ça. Et c'est beaucoup plus dur, en fait. Tu tombes en une journée, hein. Mais tu mets des années à te reconstruire. Et en fait, c'est toute cette reconstruction-là, c'est comme il le dit Will Smith, tu vois. Cherche pas à construire un mur. Cite Will Smith maintenant. Mais j'ai jamais. Je te taquine. On va pas rentrer dans le débat. Tu vois. Mais genre, effectivement, tu vois, cherche pas à construire le meilleur mur. Cherche à poser chaque brique de la meilleure manière possible. Totalement. Tu vois. Et en fait, moi, c'est quoi ma brique? C'est la relation que je tisse avec toi, avec lui, avec mon prochain, tu vois, au sens général, tu vois. Et en vrai, je tisse cette relation-là, et en fait, finalement, ce qui va être le ciment de tout ce mur-là, c'est la confiance qu'on aura bâtie. Et je ramène toute cette énergie-là, et je la ramène dans Jama, parce que finalement, ce que je donne autour de moi, il faut que je le donne au monde. On en revient à la notion du soleil au début. Et ok. Donc, t'as fait faillite, tu t'es reconstruit. Il y a une phrase que tu dis tout le temps, une expression que tu dis tout le temps, et je te dis même, je pense que je vais en faire le titre de mon livre, c'est génération providentielle. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu entends par génération providentielle, et après expliquer plus largement le concept, le mouvement que tu lances avec ça? Pour comprendre en fait le principe de génération providentielle, il faut revenir en fait sur la notion de l'homme providentiel. Souvent, nombreux sont ceux, qui disent que où est l'homme providentiel? On attend l'homme providentiel, l'homme qui va venir et qui va régler nos problèmes, blablabla, etc., etc. Et alors, il va falloir qu'on essaie de faire un exercice là tout de suite. Ok. Essayer de s'imaginer qu'on n'est pas des êtres de chair, mais qu'on est d'abord, en fait, surtout des énergies. Et imagine-toi qu'on est tous des énergies, et que si on est là, tous, ici, en ce moment, c'est pas un hasard. Ok. Et il y a un certain nombre de problèmes. Et tu sais, comme je le dis toujours, c'est la seule fois depuis des milliers d'années, c'est la première fois depuis des millénaires que le trône est vide. Là, actuellement, tu penses que le trône est vide? Le trône est vide. Quel trône? Qui va devenir le king de ce monde-là? Tu veux penser à la chanson sur Instagram, qui veut être roi? Tu comprends? Tu vois? Et quand je parle je parle pas et quand je parle de king, je parle pas individuellement, je parle pas de moi, de toi ou de. Ouais, j'ai bien compris quelle communauté va prendre le trône, quoi. Et il y a une course effrénée à ça, tu vois. Tout le monde veut devenir le nouveau number one, etc. Et ce que je dis, en fait, c'est, et si chacun d'entre nous, on va au-delà de la couleur de la notion de couleur de peau, tu vois. Si chacun d'entre nous, là, qui sommes là et qui voyons des problèmes autour de nous, etc. Et si on était justement là pour régler ces problèmes-là. Si on était et si le fait qu'on soit tous là, dans ce même espace, dans ce même temps, avec toute cette énergie qui nous rassemble, on était justement là pour régler ces problèmes-là. Et si on était justement, en fait, cette génération providentielle, cette génération qui a les clés, l'énergie, la force et suffisamment d'amour et de compassion pour le monde, pour créer un monde meilleur, créer un monde nouveau, animer finalement, comme je dis, en fait, c'est créer cette nouvelle arche de Noé pour amener l'humanité vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus grand et de transcendantal. Mais comment quels sont les déterminants de cette génération providentielle?
Qu'est-ce qui fait que telle génération est providentielle ou pas? Qu'est-ce qui fait de notre génération, à mon sens, une génération providentielle? Déjà, il y a le chaos ambiant. D'accord? Et le chaos, c'est toujours le symptôme de quelque chose. Un problème à régler. Quel chaos ambiant, là, actuellement? Il y a des choses qui vont mal dans le monde. Comme lesquelles? Parce qu'il y a tellement de choses qui vont mal, j'essaie de voir à quoi tu penses précisément. À tous les niveaux. À tous les niveaux. En fait, justement, il y a tellement de choses qui vont mal que quand je te dis que les choses vont mal, tu te dis, mais attends, mais de quoi il parle? Ouais, c'est ça. Tu vois? Parce que c'est d'un point de vue social, sociétal, environnemental, financier, économique. Tu vois? Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment à une époque du monde où, en fait, où il y a un switch qui peut être fait. Tu vois? Qu'est-ce qui va gagner là aujourd'hui? Est-ce que c'est le chaos qui va l'emporter ou est-ce que c'est l'harmonie? Tu vois? Ça va, t'as des gens là, sur Paris, qui font les poubelles. T'as des gens qui sont là avec toi la journée et qui ne mangent pas le soir. Totalement. C'est des dingueries. Et c'est même pas des gens qui n'ont pas de taf. C'est que la vie est devenue sans pitié. Particulièrement en Ile-de-France. Tu comprends ou pas? Ouais. Et si on était là justement pour régler ce problème-là, pour apporter des solutions à ce problème-là, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, finalement, quelles vont être les qualités? C'est la question que tu m'avais posée, tu vois. Donc, non, l'autre question que tu m'avais posée, c'est qu'est-ce qui fait que nous, nous soyons la génération providentielle? C'est ça, l'idée là. Quelque chose d'intéressant. On est la première génération, si on doit parler des Noirs, on est la première génération à n'avoir aucun lien avec l'esclavage / la colonisation. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que nos aïeux, nos grands-parents, sont nés, grandis, morts peut-être même durant la période de la colonisation. Nos parents, si ce ne sont pas, pardon, nos papas, nos mamans, ça va être les grands frères, les grandes sœurs de nos parents, sont nés dans la colonisation. Avant les années 60, quoi, avant les indépendances. Exactement. Et tu vois, ils ont vécu cette transition. Par contre, la première génération qui n'a rien connu de tout ce truc-là, c'est nous. Et c'est marrant. Parce que non seulement on est la génération qui n'a rien connu de ce truc-là, mais aussi on est aussi la génération qui a connu le monde sans l'Internet et le monde avec l'Internet. Et on a connu le Covid aussi. Mais on a connu tous ces trucs-là. Ouais. Tu vois, on a connu ce qu'il y avait de bon et mauvais. Et on n'a pas connu finalement toutes ces contraintes très physiques, tu vois, qui limitent en fait ton champ des possibles. Mais ça veut dire qu'on est illimité, on a un pouvoir illimité. Et il faut le mettre en action, ce pouvoir illimité. Et savoir, en fait, que, t'as vu, on n'est pas là juste pour faire. Parce que la société veut que nous fassions. Mais on n'est pas là pour faire. On n'est pas des fers humains. On est des êtres humains. Tu vois tu vois, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. C'est-à-dire qu'en fait, notre vocation, notre mission à nous, c'est d'abord d'être. Et quand tu es, ça devient. Mais d'être quoi? Ça, en fait, parce que tu peux très bien te dire, voilà, moi, je suis un criminel, tu vois? Ou je suis un boulanger. Ou, tu vois, c'est des réalités totalement différentes. C'est ça, mais être. Et quand tu es de manière intrinsèque, etc., d'accord? Tu envoies quelque chose de positif. Ok. Tu vois? Et donc, du coup, être soit toi, soit la paix, soit ta paix. Tu comprends? Si on reprend certains, essaie d'atteindre en fait la béatitude. Tu comprends? Essaie d'atteindre le nirvana. Mais c'est quoi ton nirvana? Comment tu seras en paix? Comment tu vas te réaliser complètement? Pour la plupart, c'est être sur une île déserte ou sur une île à la plage. Avec de l'argent dans les poches et des conditions climatiques favorables. Et c'est très bien. Et c'est extrêmement bien parce que comme Bob Marley le dit, et tu vois, c'est ça en fait, parce que nous, on croit que pour être heureux, pour être en paix, il faut avoir une entreprise, etc. Il faut faire beaucoup d'argent. Mais Bob Marley, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, don't lose your soul and gain the world.
Wisdom is better than silver and gold. Ne perds pas ton âme en courant derrière le monde, parce que la sagesse a plus de valeur que l'or et l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que on se met en fait des objectifs en disant il faut que je crée une boîte qui vaut 10 millions. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui importe? Ça se trouve que... L'important, c'est 100 millions. Tu vois? Peut-être. Et peut-être que l'important, c'est 100 milliards. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est important. Et ce qui est important... Ça paraît comme Van Damme. Ce qui est important, c'est ce qui est important. Yeah. Ce qui est important, ce qui est important, c'est ce qui est important. Et ce qui est important, c'est ce qui te met en paix, ce qui te rend heureux, ce qui te rend entier avec toi-même. Et si ce qui te rend entier avec toi-même, c'est de créer une boîte qui va casser le game, crée une boîte qui va casser le game. Si ce qui te rend heureux, c'est de tout plaquer, d'aller en Afrique et d'aider les gens, ou d'aller sur une île déserte et d'aider les gens, plaque tout et va aider. Mais moi, je dirais, et je dis toujours que, compte tenu de la situation dans laquelle la communauté est, dans la diaspora, on n'a pas besoin de personnes qui vont claquer tout dans les insultes, ou qui vont s'éloigner de tout ce qu'il faut. On a besoin, je sais pas comment dire, des gens qui sont ambitieux. Tu vois ce que je veux dire? Quelle plus grosse ambition il existe que celle de vivre ta vie? Moi, pour moi, vivre ta vie, si cette vie, elle est selfish, ben, c'est pas une belle ambition. Ok. C'est pas une grande ambition. On va prendre un exemple. Mohamed Ali. Ouais. Tu comprends? Et après, je prendrai celui de Malcolm X. Mohamed Ali il a dit, moi, je vais vivre pour moi. Il aurait pu respecter les règles du système. Il a dit, je m'en fous. Tu vois? Moi, je suis le meilleur. Ton truc là, je le fais pas. Il est passé par une période de vache maigre, de vache maigre. De vache maigre. Ouais. Tu vois, ça a été extrêmement difficile. Tout le monde lui a dit, mais pourquoi tu prends ce genre de décision? Reviens dessus. C'est pas là qu'on t'attend. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, s'il n'était pas passé par cette période de vache maigre, il n'aurait jamais fait le plus gros et le plus beau combat de l'histoire de la boxe. Tu comprends? On se rappelle pas des combats de Mohamed Ali. Oui, mais on se rappelle de son combat. Ouais, de son combat. Tu vois? Bah après, ses esquives aussi, mais t'es d'accord avec moi que quand on parle de Mohamed Ali, pourquoi est-ce que Mohamed Ali, on l'adore? La dernière fois, j'avais fait une comparaison entre Mohamed Ali et Michael Jordan. Ouais, dans la newsletter. T'as vu? Ouais. Voilà. Donc, Jordan, meilleur joueur de tous les temps. Peut-être même plus grand sportif, ou en tout cas... Mais en tout cas, c'est le meilleur basketteur de tous les temps. Ok. Ça, à tout le moins. Voilà. Mais le jour où on lui a demandé de soutenir un candidat démocrate, qui était le seul candidat démocrate noir... Il a dit les républicains aussi, il achète des baskets, tu vois. Et à la différence d'un mec comme Mohamed Ali, quand on lui a dit « va tuer les Vietcong », lui, il a dit « c'est pas les Vietcong qui me traitent de nègre ». Exactement. Tu vois. Et donc, il a cette... j'allais dire assertivité, c'est pas le bon. Cet altruisme. Et donc, il vit sa vie pleinement, mais elle est altruiste. Tu comprends? Ouais. Il a vécu sa vie pleinement, et en vivant sa vie pleinement, sa lumière a rejailli sur les autres. Tu comprends? Mais tu es d'accord avec moi que du coup, c'est pas la seule nécessité, c'est pas juste de vivre sa vie pleinement. C'est de vivre une vie altruiste pleinement. Oui, si c'est une vie selfish. Si tu vis ta vie pleinement, totalement, en étant en accord avec toi, de manière intrinsèque, etc., et que tu comprends finalement que être, c'est donner, ta lumière, elle va rejaillir sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas te donner, en fait, tu vas te fixer un objectif fou, finalement, de comment on dit? Personnifié? Non. Illustré? Non, comment on dit, en fait, quand t'es bon dans ton art, là, quand tu performer. Quand tu vas te dire, en fait, il faut que je performe. Ouais. Et tu vois, quand tu prends, par exemple, comment il s'appelle, Michael Jackson, ce qu'on aime chez lui, c'est il s'est tellement tué à la tâche, au risque même de sa santé, que quand tu le regardes, tu dis, ah ouais, lui, il a fait des trucs de dingue. Totalement. Tu vois, Malcolm X,
Malcolm X, il aurait pu reprendre ses chemins, il aurait pu se dire, ah ouais, t'as eu ça, Elijah Muhammad l'a dit, je dis pas, donc je me tais. Mais au bout d'un moment, en fait, le truc que t'as en toi, mais il faut que tu le fasses. Tu vois, et c'est une décision selfish. Tu vois, et c'est après seulement qu'on se dit, ah ouais, non, heureusement qu'il l'a fait parce que finalement... Ah, tu penses que toi, quand Mohamed Ali... Bien sûr. Tu penses qu'il n'avait pas conscience de faire quelque chose d'altruiste et de poser un pas pour l'humanité? Non? On va dire son autobiographie. Il en parle? Mais, en fait, il te dit même, il t'explique, mais en fait, même pourquoi il a pris cette décision. Parce qu'en fait, il n'est pas parti à l'appel pour dire non. Il est parti à l'appel pour dire oui. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont dit, en fait, regarde, viens, regarde ce qui va se passer. Tranquille, tu vas venir. Tu vas dire, OK, on va t'appeler, tu vas signer, tu vas dire oui, on va prendre quelques photos, etc. Tu vas aller faire la tournée, en fait, dans quelques camps, etc. Et ensuite, tu retournes. T'inquiète pas, tu ne verras jamais de Vietcong. Il a dit OK. Et en fait, sur le chemin, donc en sortant de la voiture, en allant vers le centre, il a vu des gamins qui se réunissaient et qui tapent et qui ont tapé en troisième, tu vois, un autre. Et en fait, il s'est dit, t'as vu, est-ce que moi, je cautionne ce genre de réaction? Tu vois, est-ce que moi, je cautionnerais ce genre d'action, tu vois? Et en fait, il s'est projeté, en fait, il s'est dit, en fait, tous ces gars-là, là, qui sont entourés, c'est les États-Unis, et ceux qui se fait taper dessus, c'est les Vietcong. Ah, d'accord. Ah, il le dit de son autobiographie, tu vois. Okay. Et il s'est dit, en fait, t'as vu, comment moi je me situe par rapport à ça? Et en fait, quand il a pris sa décision-là, c'est une décision ultra selfish parce que mais il y en a plein qui ont perdu leur taf. Oui. Et il s'est fait insulter, il a eu des menaces de mort. Des gens ont envoyé des bombes, tu vois. Et les gens lui ont dit, mais vas-y, reviens, arrête. Il a dit, non, je lâche pas. Et c'est parce qu'il a tenu bon et qu'il a fini son combat et qu'il a gagné son combat que la postérité lui dit, non, merci d'avoir fait ce que tu avais fait. Tu comprends ou pas? Ouais, je vois très bien. Mais quand Malcolm X, Malcolm X, quand il a pris la décision qu'il a prise, mais tout le monde l'a insulté. Tout le monde l'a jeté en pâture, mais il a tenu bon. Et parce qu'il a tenu bon, aujourd'hui... il avait la volonté de faire quelque chose de... Tu vois, il s'est dit, écoute, ça, c'est la justice. Ça, c'est ce qui me met c'est ce qui me rend en paix, et c'est ce qui est bon de faire de manière intrinsèque, et c'est comme ça que je le ressens. Et si c'est comme ça que je le ressens, même si le monde entier est contre moi, c'est comme ça que je vais faire, c'est comme ça que je vais faire les choses. Et c'est, je dirais pas que c'est la seule manière de vivre la vie, mais pour moi, c'est comme ça que je la vis. C'est pour ça que je fais de ces gens-là mes modèles. Et c'est comme ça, en fait, que j'aborde chaque chose que je fais dans mes relations avec les autres et dans mes business aussi. Tu vois, en fait, pour moi, je considère que la chose la plus égoïste, il n'y a pas que pour moi, parce que Denzel aussi le dit, la chose la plus égoïste que tu puisses faire, c'est aider quelqu'un. Tu vois, en fait, je comprends, c'est intéressant. Comment être ultra selfish et le fait que tu te focalises uniquement sur toi, ça réagit sur les autres. Tu veux aider le monde, aide-toi. Bien, aide en tout cas, et ça va t'aider toi. Ou aide-toi et tu vas aider les autres. Ok. Non, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Intéressant. Diama, parce on s'est éloigné, on est allé parler de plein de choses très différentes. Diama, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, moi, j'ai compris, c'est un commercial virtuel propulsé par l'intelligence artificielle. Maintenant, entre la partie génération providentielle et moi, j'ai lu ton manifeste où tu parles du rapport à ses propres données par rapport à l'autonomie. Tes données, ta responsabilité. C'est ça. Mais comment est-ce que tu fais le lien entre tout ça? Tu vois? Pourquoi est-ce que tu rentres un peu en guerre, entre guillemets, contre le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et notamment les réseaux sociaux tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, l'Internet tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et que va nous apporter la blockchain? Justement, je suis pas en guerre contre le système. D'accord. Je suis en guerre pour l'humanité. Et je crois que même c'est d'ailleurs comme ça que je le dis dans le manifeste. Possible.
Tu vois, je suis pas en guerre contre quelqu'un, je n'ai pas d'ennemi. Parce qu'il n'y a pas d'ennemi. Le seul problème, c'est moi. Tu comprends? Par contre, je suis en guerre pour l'humanité. Parce que aujourd'hui, il y a des choses qui vont pas. Tu vois, il y a des gens qui ont des ambitions et qui n'arrivent pas à tenir, qui n'arrivent pas à réaliser leurs ambitions. Il y a des gens qui ont des projets qui ont des projets extraordinaires. Ils n'arrivent pas à réaliser ces projets, ils n'arrivent pas à trouver finalement leur marché, leur clientèle, parce que voilà, ils ont pas eu ils ont pas reçu une éducation en termes de marketing, en termes de communication, etc. Donc, du coup, c'est extrêmement difficile. La vie fait que j'ai le moyen de faire ces choses-là pour eux. Et si c'est pas moi qui ai les moyens de faire ces choses-là pour eux, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je suis entouré par des gens qui sont mais vraiment beaucoup plus forts que moi dans leur domaine respectif. Tu vois, connus et reconnus par leur père. Tu vois, et je prends toute cette énergie-là et je la mets dans Jama. Et le but, en fait, c'est vraiment de te dire, en fait, t'as vu, là, il y a des trucs qui vont pas. On est un switch extrêmement important dans l'histoire de l'humanité, tu vois. Et ben, ce switch-là, on va faire en sorte, en fait, qu'il soit vertueux. On va créer un cercle vertueux et, en fait, on va faire du noyau de ce cercle vertueux Jama. Une solution, une intelligence artificielle propulsée par la blockchain. D'accord. Donc du coup, en fait, comme je l'imagine toujours, en fait, t'as un commercial. Imagine-toi une personne, d'accord, dont l'épée d'attaque, c'est l'intelligence artificielle. Donc du coup, il va te chercher ta clientèle là où elle est. Et par ailleurs, en fait, il protège ta vie, il protège tes données, il protège ta vie privée grâce à la blockchain. D'accord? Et donc, en fait, on te donne tous les outils, on te met, en fait, à disposition les meilleurs outils qui existent aujourd'hui en termes de technologie et sans parler de ceux qui sont en train d'être développés, notamment Jama Solar, mais ça, on en parlera. D'accord? On te met, en fait, tout cet écosystème-là d'outils qui vont te permettre finalement d'avoir le nectar de ce qui existe en termes de technologie au service de ton entreprise. Et c'est ça, en fait, Jama. Jama, c'est de se dire, on va prendre mon cousin, par exemple, d'accord, qui est au bled, qui a sa petite activité, etc. Le seul outil technologique qu'il a, lui, c'est un smartphone. Qui ne manque jamais de connexion Internet. Mais en réalité, les produits que mon cousin vend, ils peuvent être achetés effectivement par ses pairs, donc les gens du village, des gens de la région, etc. Mais peuvent aussi être achetés par des gens de l'autre bout du monde. Bien sûr. D'accord. Pourquoi il devrait se priver de ce marché-là? Alors, tu me diras, il est pas assez gros, etc. Ok, d'accord, mais il met en place une coopérative, tu vois. Donc, du coup, pourquoi il devrait se priver de pouvoir vendre sa production directement à Taïwan, directement au Chili, etc. Alors qu'aujourd'hui, tous les outils existent justement pour pouvoir assurer la supply chain du Mali ou Mauritanie ou de la Centrafrique ou de la Martinique à l'autre bout du monde. Bah, mettons en place ces outils et donnons-le, aux gens. Et donc, du coup, en fait, on en revient, en fait, à la notion du don encore. Et c'est ce que j'ai mis, en fait, dans Jama. C'est mon âme, toute mon essence que j'ai mis dans Jama et que je donne à l'humanité. Mais quand tu donnes, ça veut dire que c'est gratuit d'aller sur Jama? Monsieur. Même utiliser le soleil aujourd'hui, c'est un peu... Non, le soutien passe par la caisse. Le soutien passe par la caisse, mais surtout, en fait, bien évidemment que ça sera payant. Il y a des fonctionnalités payantes sur Jama parce que finalement, il y a une réalité. Il y a une réalité qui fait que aujourd'hui, on est quelques dizaines à bosser sur Jama. Et que les gens, tu les payes pas avec des sourires. Tu vois, il y a une réalité qui fait que bien on s'efforce de faire de la recherche du développement. Et ça, tu fais pas cette recherche là avec des namastés. Tu comprends? Mais on a une loi cardinale parmi les quelques il y a pas beaucoup de commandements chez Jama, mais un des commandements qu'il y a sur Jama, c'est on ne fait payer que si il y a un retour sur investissement. Ok.
Tu vois, genre, on va pas te faire payer un abonnement pour faire payer un abonnement. Tu vois, tu vas utiliser la fonctionnalité gratuitement. Par contre, si on sait qu'avec cette fonctionnalité-là, tu vas pouvoir générer de l'argent, là, c'est intelligent et c'est fair de faire payer. Totalement. Et quelles sont les différentes activités de Jama, du coup? Le CRM, moi, il me semblait qu'il y avait aussi des possibilités d'animer des communautés. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? Effectivement. Pardon. Donc, effectivement, dans le CRM, parce que finalement, qu'est-ce que c'est? Quand on parle, en fait, de Jama CRM, c'est vraiment, on commence, en fait, sur un noyau qui va être social. T'as un réseau social, pardon, tu partages ton actualité, tu communiques, en fait, l'actualité de ton business auprès de ton réseau. Et tu vas aussi pouvoir, en fait, créer ce qu'on appelle, une DAO, donc une communauté en fait qui est sécurisée, où tu vas permettre en fait à tes acteurs, tes clients, tes fans les plus hardcore. C'est-à-dire que par exemple, disons que dans ton business, tu es 10 000 clients. Et bien dans ces 10 000 clients, dans tes 10 000 followers sur Instagram, etc., tu vas en avoir un petit noyau, une cinquantaine, une centaine, qui eux sont vraiment des fans hardcore. D'accord? Et l'idée, c'est de se dire, en fait, on va prendre ces fans hardcore et on va leur permettre finalement de co-construire avec toi ton offre. De manière, en fait, à ce que dans ton business, dans tes activités, tu sois toujours en mesure de donner à ta clientèle exactement ce qu'elle attend. Imagine-toi avoir un outil qui te permet de savoir ce que ton client veut. Donc finalement, tu n'as plus besoin de produire quelque chose en lui disant hey, tiens, écoute, est-ce que tu veux bien acheter ça? Non, tu lui dis écoute, c'est ce que tu veux. C'est ce que j'ai fait. Prédictif, du marketing prédictif? Du marketing prédictif, mais encore plus humain que ça. Qu'est-ce que vous voulez? Faites un vote. Ouais, c'est ce qu'on veut. Ok, je vous le produis. On prend par exemple Goya. Ouais. D'accord? Le chausseur. Voilà, le chausseur. On aimerait que tu fasses ce type de chaussures. Ok, bah vous votez pour le truc. Ouais, bah voilà, on a été X personnes à voter sur ce modèle-là. Ok, bah vas-y, bah je vais vous faire. Vous allez faire une précommande de ce modèle-là, je le produis et ensuite je vous le donne. C'est vous qui avez voté. Vous faites partie de ma communauté. Vous avez voté pour le modèle, j'ai produit le modèle, je vous l'ai donné. Et en fait, on permet à chaque entrepreneur de Jama, sur certaines conditions bien évidemment, de pouvoir de pouvoir créer cette communauté-là, de pouvoir la gérer. D'accord. Ça c'est DAO, mais Jama n'invente pas les DAO, ça existait avant. Ah oui, bien sûr. Ce qu'on fait, c'est démocratiser son usage. D'accord. Faire en sorte en fait que ma maman puisse les utiliser comme elle utilise WhatsApp. J'aurais aimé dire WhatsApp, aujourd'hui c'est plus TikTok. La daronne? Ah ouais? Ah, mais tu rigoles, quand on va prendre des trucs sur TikTok, moi-même je suis pas prêt. Débarde. Tu rigoles, elle est experte. Tu vois? Et c'est ça en fait. C'est en fait retirer toute la notion, en fait, cette mystification qui existe autour de la technologie, en fait, parce que les gens s'en foutent que tu leur racontes comment ça a été difficile de créer cette technologie-là. Ce que les gens veulent, c'est ok, je prends ton truc, qu'est-ce que j'aurai à la fin? Et c'est tout ce qu'il faut leur donner. C'est ça. Tout ce qu'il faut leur donner. Et tu vas dans n'importe quel pays là qui est loin de l'Occident. Ils s'en foutent de tes histoires de KPI, de SWOT, de porteurs, etc. Ok, là j'ai un problème. Quelle est la solution? Tu vois, j'ai faim, manger. Tu vois, et c'est cette approche en fait très pragmatique que l'on met dans Jama. Mais quel impact Jama va avoir sur le chiffre d'affaires de nos entrepreneurs? En quoi est-ce que ça va impacter le chiffre d'affaires des entrepreneurs? Simple. Tu as un commercial. Imagine-toi avoir un commercial qui travaille le meilleur commercial au monde, qui travaille pour toi gratuitement, 24 heures sur 24, et qui est en relation constante avec les commerciaux de toutes les entreprises qui répondent exactement à tes critères. Les commerciaux inscrits sur la plateforme
On est d'accord ou pas? Inscrits sur la plateforme, mais aussi en dehors de la plateforme. Ok. Comment tu fais pour aller chercher les gens en dehors de la plateforme? Alors ça, c'est mes équipes en fait qui ont développé le truc, la solution technologiquement. Mais en fait, effectivement, aujourd'hui, t'es sur Jama, donc ça, c'est ultra simple en termes de processus, etc. T'es sur la plateforme, la personne est sur la plateforme, etc. On te le ramène. Facile. Ça, c'est facile. La personne qui n'est pas sur la plateforme, elle est, encore une fois, on l'avait dit en préambule, elle dispose d'une connexion Internet. Oui. D'accord? Vraiment. Donc, elle utilise Internet. Eh bien, ils ont développé en fait un outil qui fait en fait que si la personne est sur les réseaux sociaux ou qu'elle utilise un site en particulier, etc., on va pas faire de pub, on va aller la chercher. Et une fois qu'on l'aura trouvée, on lui enverra une notification en lui disant pour qu'elle rejoigne. Même pas qu'elle rejoigne pour l'instant. On n'a pas besoin qu'elle rejoigne. On lui dira, voilà, il y a telle personne qui est intéressée par toi, telle opportunité d'affaires. Donc tu peux aller trouver des personnes partout, même en dehors de la plateforme. Ça, je savais pas ça. Ah. Et ça commence quand? Justement, là, on est en train de lancer en fait la campagne de préinscription. Donc en fait, on va ouvrir le site pour que les gens puissent se préinscrire. On va tester, valider certaines fonctionnalités, s'assurer en fait que les fonctionnalités des bases qu'il y aura dans le CRM puissent en fait plaire au plus grand nombre. Et ensuite là, on commence à intégrer les gens progressivement, effectivement. Ok. Mais là, dans ton discours, peut-être que ça m'a échappé, mais j'entends pas cette ode à la liberté, à l'autonomie, à l'indépendance qu'on ressent dans les petites vidéos là qu'on met sur Instagram de Génération Providentielle. Pourquoi? Peut-être parce que j'en ai tellement parlé en préambule en disant finalement que moi, ce que je veux, c'est me libérer de manière intrinsèque, etc., que finalement, ma vocation, c'est finalement, pourquoi je fais ça? Pourquoi on a créé Jama? Pourquoi on en a fait un commercial virtuel? Pourquoi on en a fait une intelligence artificielle, qui est en réseau avec les intelligences artificielles de toutes les personnes, dans le monde qui seront connectées sur la solution? C'est parce qu'on se dit finalement, la chose la plus précieuse qui existe au monde, en tout cas, la chose que l'on recherche le plus, c'est la liberté. Et la liberté première, d'accord, celle qui nous entrave le plus quand elle nous entrave, c'est la liberté économique, la liberté financière. Et ma thèse, c'est de se dire, mon hypothèse, c'est de me dire en fait que si j'arrive à libérer les gens, si on arrive à créer un outil qui permette aux gens de se libérer financièrement, ne plus avoir ne plus avoir peur de ce qu'ils vont laisser à leurs enfants, ne plus avoir peur de ce qu'ils vont manger le lendemain, ça leur permet finalement d'être en paix pour penser à d'autres choses qui ont plus de sens, plus de valeur à leur sens. Ok. Mais tu sens pas que aujourd'hui, tous ces gens sont prisonniers des plateformes, prisonniers des GAFAM. Parce que pour moi, c'est ça que j'entends quand j'entends le message de Jama. Vous êtes prisonnier des GAFAM. Or, vous avez besoin de vous libérer de ça. Et avec la blockchain, on va vous libérer des GAFAM. T'es prisonnier des GAFAM, t'es prisonnier d'autre chose. D'accord? Emancipate yourself from mental slavery. Ah, ça, c'est mon son préféré, ça. Tu vois? Et en fait, aujourd'hui, on est tous, alors, on est tous plus ou moins, on subit tous plus ou moins la contrainte, tu vois? Si c'est pas toi, c'est un de tes proches, etc., etc., on n'arrive plus à faire ce qu'on a envie de faire comme on a envie de le faire. D'accord? On doit choisir entre manger et faire ses loisirs, des fois, etc., etc. Donc, du coup, ouais, libère-toi de tout ça. Libère-toi de tout ça. C'est quoi ton problème? C'est quoi ta contrainte? Elle est économique? Eh, vas-y, c'est bon. Prends Jama. En plus de ça, c'est gratuit au début. Donc, en fait, vas-y, prends-le et t'inquiète pas. Quand tu vas commencer à générer du cash, à ce moment-là seulement, tu vas commencer à payer. Prends-le et libère-toi. Ça, c'est un ADN qui est très fort chez toi depuis tout à l'heure. Et je me souviens il y a quelques temps, je pense que c'était au moment du confinement, on disait ça, on voulait créer la plus grosse communauté et cette grosse communauté, on va l'alimenter par le don et la générosité. Et là, dans ce que tu dis, c'est d'abord, on va te donner et après, s'il faut, tu vas payer. Vraiment, c'est du freemium. Mais encore autre chose que du freemium, je pense, tu vois. Alors, est-ce que c'est
comme dans New Jack City, tu donnes le premier caillou de crack pour que la personne elle soit accro, ou bien est-ce que véritablement tu as cet altruisme, cette volonté d'aider et de transformer les gens? Et est-ce que c'est viable financièrement? Encore une fois, moi, les gens qui me font vibrer, c'est Malcolm Ali Marley. Tu comprends? Et en réalité, Marc Aurèle aussi, hein. Et là, dans mon sac, j'ai encore de relire penser à moi-même. Je viens de le finir d'ailleurs hier, pas plus tard qu'hier. Et quand tu prends ces personnes-là et que tu prends en réalité même tous les plus grands penseurs qui ont traversé cette humanité, quels qu'ils soient, on en revient toujours à la même chose en vrai. Donne. Et en fait, tu dois créer une société vertueuse. Génération providentielle. Tu comprends? Et si tu veux créer ces sociétés vertueuses, certains doivent prendre le risque de faire le bien. Et faire le bien pour toi, c'est viable économiquement? Bien sûr. Bien sûr. Donner, ça n'a jamais appauvri personne. Je pense que l'abbé Pierre était riche. Il était riche de ses interactions. Tu vois? Parce qu'il n'a pas... L'abbé Pierre n'a pas cherché, il n'a pas créé sa fondation pour gagner de l'argent et s'enrichir personnellement. Tu vois? Son but à lui, c'était de pouvoir aider un maximum de personnes. Et aujourd'hui, la richesse de l'abbé Pierre, c'est qu'il y a effectivement, malheureusement, d'accord, des millions de personnes qui servent de son idée. Et c'est ça sa richesse. Tu vois, quand ce qui te fait plaisir, c'est d'aider les gens, bah, plus il y a de gens à aider, plus effectivement, ça te fend le cœur parce que tu dis, il y a de la vraie misère, tu te sens utile parce que tu donnes. Tu vois, et là où c'est intéressant, c'est pour ça, en fait, que moi, je leur dis, tu te rends compte, en fait, que avec Diamant, tu fais une bonne action, tu fais du bien, et en plus de ça, tu fais du bien à ton compte en banque. Parce qu'il faut être pragmatique aussi. Non, bien sûr, faut être pragmatique. Mais tu lèves des fonds? Financièrement, comment tu fais là pour déployer? Pour l'instant, Dieu merci, j'en suis plus à l'époque, en fait, où je cousais mes chaussures. Mes chaussettes, pardon. Donc, du coup, pour l'instant, en fait, tu assumes. Ouais, pour l'instant, j'assume. On a prévu une levée de fonds, mais on y va étape par étape. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pressé. Oui, pourquoi t'es pas pressé? T'as pas besoin d'argent. Non, c'est pas que j'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de choses beaucoup plus importantes que l'argent aujourd'hui. Tu comprends? J'ai besoin d'hommes. J'ai besoin que les gens intègrent la vision, qu'ils viennent massivement dans la vision. Mais ils viendront même s'ils sont pas financés? Même s'ils ont pas d'argent? Pour l'instant, c'est nous qui payons. Ah, d'accord. D'accord? Et s'il y a vraiment besoin non, on va dire les choses différemment. On se ment pas entre nous. S'il te plaît. Longtemps, j'ai cherché les fonds. Ok. Très longtemps, j'ai cherché les fonds. Et en fait, j'ai compris, en fait, que l'argent, ça permet juste d'accélérer ton business. Mais t'as pas besoin de fonds. Tu comprends? Et donc, en fait, là, j'ai une approche différente où je me dis, je me focalise à fond sur mon produit. Tu vois, je me focalise à fond sur mon produit, c'est ce que je peux proposer aux gens, etc. Si je ressens vraiment, le besoin d'aller chercher de l'argent, j'irai le chercher. Mais là, aujourd'hui, je le ressens pas. Et donc, j'ai pas envie de me lancer dans une dynamique de levée de fonds pour faire une levée de fonds. Ça veut pas dire que dans 6 mois, parce que c'est prévu, ça veut pas dire que dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, on va pas lever des fonds. Ça veut pas dire aussi que s'il y a un type qui vient et dit, moi, j'ai envie d'intégrer la vision, tac, ça veut pas dire qu'on va dire non. Ça veut dire, en fait, qu'aujourd'hui, on ne met plus, c'est pas un objectif. C'est pas l'objectif premier. Tu vois, l'objectif premier, c'est de satisfaire un maximum de personnes. As soon as possible. Ok. Tu vois, et l'argent nous permet juste, en fait, d'alimenter ce véhicule-là. Tu vois, on n'est pas une boîte qui va lever des fonds. On lève des fonds pour faire avancer la boîte. Et aujourd'hui, on n'en ressent pas le besoin. Ça veut, encore une fois, si on a les fonds, tant mieux. Tu vois.
si en chemin, l'argent, il va venir. Tu vois, et ça, c'est la certitude que j'ai acquis. Tu vois, que tu as besoin de 10 000 euros, que tu as besoin de 100 millions d'euros, l'argent va venir quand tu seras prêt. Trust the process. Comme je dis souvent. Comme trust the process. Ouais. Mais il faut mettre en place le process. Tu vois, totalement. Il faut pas commencer à faire des plans, des schémas, des stratégies en disant il me faut tel argent, tel argent, tel argent, et passer ton temps en fait à faire la tournée des business angels, etc., etc. Non. Si l'opportunité se produit, let's go. Sinon, il y a du taf. Il y a du taf. Il y a du taf. L'argent, ça permet juste de propulser ton business. Mais et de dépasser la concurrence. Il y a pléthore de business qui vivent et qui vivent très bien sans avoir jamais levé des fonds. Mais c'est pas une, c'est pas une fin. C'est ouf, en fait. On vit dans une société où on a fini par croire, en fait, que si tu veux avoir une bonne successful, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu lèves des fonds. C'est vrai. Pas forcément. C'est vrai. Ça veut pas dire qu'on s'interdit rien. Tu vois, mais on n'est pas obsédé par ça maintenant. Ok. Intéressant. Pour finir, est-ce que tu penses que la blockchain et Diama est indispensable pour le continent africain? Aujourd'hui, la blockchain, Diama, est nécessaire à l'humanité. D'accord? Et l'Afrique, effectivement, a un rôle central à jouer. D'accord? Parce que l'Afrique doit reprendre sa place pour que le monde puisse être en équilibre et en harmonie. Tu vois? Donc, dans ce sens-là, oui, mais c'est pas juste l'Afrique, c'est tout le monde. Tu vois? Parce que aujourd'hui, oui, clairement, notre regard se porte sur l'Afrique pour des raisons évidentes. D'accord? Mais en réalité, si on prend de la hauteur, c'est partout. C'est partout qu'on doit agir. Et c'est pour ça, en fait, que quand je parle c'est pour ça, en fait, que je reviens sur la notion de génération providentielle. On doit agir partout. On doit agir partout. Et la lumière que tu dois faire rejaillir, la lumière que tu dois donner, elle doit inonder partout. Elle doit éclairer partout. Là, on est chez les frères Lumière. Ils ont compris le principe. Tu comprends? Mais on doit éclairer partout. Tu vois? Le soleil, il se dit pas, moi, j'éclaire là. Il éclaire partout, on a besoin de lui. L'Afrique, oui, mais seulement si la lumière africaine rejaillit sur le monde. Pas dans une optique de domination, mais dans une optique de don. Ok, toujours. Je pense que dans le titre du podcast, il y a un truc en lien avec le don, la donation. Donnez-moi. On va mettre le générique. Donnez. On va voir. Pour terminer, voilà, notre cible, comme je le dis toujours, c'est la jeunesse noire. Beaucoup d'Occident, mais aussi d'Afrique. Bien sûr. Quel message tu veux absolument que cette jeunesse retienne de tout ce temps, où on a discuté? Cette personne que t'attends, tu la rencontres tous les matins dans le miroir. Cesse d'être le technicien de ton quotidien et deviens l'architecte de ta vie. On n'a aucune limite. Et c'est pour ça qu'on nous en a imposé. Tu vois le truc ou pas? Je vois très bien. Et surtout, fais attention au pouvoir des mots. Il n'y a rien de plus néfaste à l'être humain sur Terre que le mot. Que les mots. Faites attention aux dégâts des mots. Parce que les mots entraînent des mots.
Tu comprends ou pas? Fais attention à la manière dont tu parles de toi. Parce que des fois, on se maudit en rigolant. Quand on dit, ouais, des fois, on se maudit en rigolant. Et surtout, fondamentalement, la personne que tu attends, tu la vois tous les matins dans le miroir. J'ai commencé par ça, je finis par ça. Monsieur Eliwage, merci. Où est-ce qu'on peut télécharger Diama? Sur toutes les App Store? Pas encore? Sur tous les stores? Je t'enverrai le lien, tu le communiqueras. Ok. Effectivement, pour l'instant, en fait, c'est vraiment sur le site, on se préinscrit et en fait, on fait rentrer les gens au fur et à mesure. Ok. Bon, en tout cas, force à Diama. Thank you. You're welcome. Et à toute la communauté, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre personne, un autre entrepreneur sûrement. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde.